voudrais d'abord et avant tout remercier Muriel Pénicaud et Jean-Claude Valli d'avoir accepté ce débat, qui est vraiment extrêmement important. Je vais revenir en quelques instants sur le fond de ça, mais d'abord avant tout, merci de nous faire l'amitié d'être là. Je suis très heureux de vous avoir ensemble en plus, et pour des raisons personnelles pour chacun d'entre vous, et pour le fait que vous soyez ensemble ce soir, ce qui à mon avis est un débat de plus haut intérêt vu les circonstances conjoncturelles et structurelles du pays. Et puis bien sûr, merci à Édouard Pétro d'avoir accepté de faire l'animateur de ce débat. Il est le plus qualifié pour le faire, puisque vous êtes habitué à lire ces analyses politiques, économiques et sociales. Et donc, merci à vous qui anime, vous savez peut-être, le club qui s'appelle Les Tours Neufs, justement ce type de dialogue a eu. La question du dialogue social, et je vous rassure, je ne fais pas le genre d'introduction, elle est évidemment un sujet clé pour le laboratoire de la République, puisque parmi les éléments que l'on peut mettre derrière le concept de République pour lui donner une nouvelle vitalité au XXIe siècle, il y a évidemment le dialogue social qui est, par définition, l'un des éléments de création du commun dans un pays, une société. La France n'est pas la seule dans ce cas. Nous courons sans arrêt le risque de la fragmentation, le risque de l'individualisme, le risque de l'incompréhension mutuelle. Et nous savons bien que les pays qui font le mieux sont ceux qui réussissent le dialogue social. Il y a un mot qui est clé, qui va sans doute être présent, et qui est aussi synonyme de réussite dans le pays, et c'est particulièrement vrai d'ailleurs pour le système scolaire, mais c'est vrai aussi pour tous les secteurs de la société, c'est le mot de confiance. Et les sociétés qui réussissent sont des sociétés de confiance, les sociétés qui ne réussissent pas sont des sociétés où on ne se fait pas confiance. Quand on ne se fait pas confiance, on a exagérément recours au droit et exagérément recours au conflit. Quand on se fait confiance, on a recours au dialogue, et ce dialogue donne quelque chose. Ce sont des principes de base, on a tendance à les oublier, mais pour appliquer à l'école, par exemple, les pays qui vont le mieux sur le plan scolaire, ce sont des pays qui font confiance à leur école, et c'est quelque chose que la France a connu, par exemple, sous la Troisième République, et qu'elle a besoin de connaître de nouveau. Évidemment, cela suppose de savoir souffler sur certains facteurs. Et donc, avoir avec nous aujourd'hui deux personnalités que tout le monde connaît, et qui l'une a été ministre du Travail et l'autre secrétaire général de l'une des principales confédérations françaises, une fédération en l'occurrence, c'est une confédération française, c'est évidemment très important, d'autant plus qu'ils sont connus tous les deux pour parler franc quand ils étaient en fonction. Alors qu'est-ce que c'est quand ils sont plus en fonction? Ça va être encore mieux. Et donc, je laisse sans plus attendre la parole à Édouard Pétro pour tout simplement introduire ce débat et leur renouveler à tous les trois mes remerciements. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel. L'avenir du travail et du dialogue social en France. On s'est concerté avec Muriel Pénicaud et Jean-Claude Valli il y a quelques jours, c'est-à-dire par où est-ce qu'on va commencer notre affaire. Et il vous propose de démarrer par le travail. Parce qu'il va être beaucoup question dans notre discussion, de dialogue social, de démocratie sociale, qu'il faut sans doute réinventer, réécrire, repenser. Mais c'est d'abord à la lumière du travail qui est en train de changer à grande vitesse. La façon dont nous travaillons aujourd'hui a plus grand chose à voir avec la façon dont nous travaillions il y a 20 ans, 30 ans. Les formes juridiques du travail, les nouvelles technologies du travail, les nouvelles attentes, autonomie, liberté, bousculent beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'avant d'attaquer les conditions redessiner, réécrire les conditions d'un dialogue social efficace, commençons par le travail. Et je me tourne d'abord vers Muriel Pénicaud pour demander de sa fenêtre à elle quelles évolutions elle voit et comment elle voit percuter le dialogue social. Merci beaucoup. Oui, le travail par définition bouge avec la société tout le temps, mais là on est dans une phase d'accélération, de transformation qui est énorme sur 4 plans. Le premier, c'est vraiment la révolution des compétences, parce que la transition écologique, ça bouge
complètement le sujet des emplois et des compétences. Imaginez que dans l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie, l'industrie, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, les transports, etc., les emplois en cours de création ou de transformation sont extrêmement différents. Ce n'est pas la même chose d'être technicien de maintenance dans l'entreprise nucléaire ou dans les ENR que hier d'être payé dans le charbon. En plus, ce n'est pas les mêmes régions, pas les mêmes territoires, donc la transition écologique transforme tout ça. Mais il y a en même temps d'autres transformations, c'est évidemment l'aspect technologique. Alors, Big Data, Metaverse, cybersécurité, c'est déjà présent ces dernières années. Là, on est dans une très grosse accélération sur l'intelligence artificielle. Et si je voulais taper pour compte, que je travaille là-dessus au plan international, on a des pour ça. ChatGPT, c'est juste un brouillon. Enfin, plus qu'un brouillon, ça fait provocateur. Mais pour dire qu'on est en phase exponentielle, et là, ça va contribuer à déplacer la valeur. La grande différence par rapport à il y a 30 ans, les délocalisations, l'automatisation, ça a touché surtout les cols bleus, comme on appelait. Là, ce sont les cols blancs. C'est les avocats, c'est les notaires, c'est les services financiers, les RH, et la recherche et le développement, tout ce qui demande de l'analyse et peut être augmenté pour remplacer l'analyse des deux par l'intelligence artificielle, déjà, dès maintenant, plus à venir. Donc ça, c'est une deuxième vague. Et troisièmement, on a une vague démographique, puisque le nord du monde, en gros, est en train de vieillir à grande vitesse, on a un débalancement démographique avec plus de seniors que de jeunes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas le moment de fléchir sur l'investissement sur les jeunes. L'éducation, l'apprentissage, c'est vraiment pas le gros. Alors que le sud, Afrique, une partie de l'Amérique latine, et l'Asie du Sud-Est, et une explosion démographique avec un affectation qui a moins de 20 ans. Donc ce débalancement démographique qui va jouer dans la qualité des ressources, la vague technologique et la vague transition écologique, c'est un véritable tsunami des emplois et des compétences. Les experts s'accordent, c'est-à-dire que d'ici 2030, au moins la moitié des jobs actuels seront différents, créés, détruits ou transformés pour la plus grande part. Et en même temps, on va y revenir, je ne rentre pas dans le détail, on a une évolution assez très profonde, là aussi internationale, du rapport au travail, de la relation au travail qui a été amplifiée et accélérée par le Covid, un certain nombre dont je ne parle pas. On a les chaînes de valeur mondiales qui sont en train de se transformer aussi, de transformer la division internationale du travail. Et on a tout le sujet de la diversité, l'inclusion, l'équité qui est maintenant installé comme au cœur des problématiques du travail, alors que c'était des sujets considérés comme périphériques, juste de l'opération. Donc tout cela en même temps, ça veut dire qu'on va avoir un contexte d'évolution extrêmement rapide de la manière de travailler, de la relation au travail, du rapport au travail, et du travail lui-même, dans son contenu, en emploi, en compétences, en organisation. C'est dans ce contexte-là qu'il faut parler du dialogue social et de la démocratie sociale de l'homme. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marianne. On se tutoie en privé. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire le fécu, on va continuer. Même en public, on se tutoie. Donc oui, sur les 4 points qu'elle souligne, j'ajouterais deux ou trois compléments sur la transition écologique, par exemple. Ça suppose de la gérer, y compris socialement. Je pense notamment au secteur de l'automobile. 2035, c'est bientôt. C'est demain. Et il ne faudrait pas que ça devienne la sidérurgie ou les mines dans les années 80. Je rappelle qu'à l'époque, c'est pas des mines de charbon du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, pour qu'il n'y ait pas trop. On avait arrêté ce qu'on appelle le pas de charbonnier, les gens partaient en retraite, certains en cité. Pour ne pas avoir de problème, parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits derrière, ce qui n'était pas forcément une bonne solution, parce que ne rien faire à 46 ans, c'est quand même pas super. Donc il faut savoir gérer ces conditions. Il faut les faire, mais il faut savoir les gérer socialement. Bon, rien à ajouter sur l'intelligence artificielle, ce qu'elle va provoquer. Je pense que c'est toi qui avais expliqué une fois qu'il y a 1 milliard d'emplois dans le monde qui risquent d'être percutés d'une manière ou d'une autre par l'intelligence artificielle qui pose le problème du volume des emplois, bien entendu, mais aussi de la compétence. Il y a déjà un moment
qu'on ne passe plus sa carrière dans la même entreprise, on change d'emploi et ça risque de s'accélérer, ces éléments-là. Sur le rapport au travail, je pense que quand on traite aujourd'hui les questions sociales, c'est un élément essentiel. Difficile d'appréhender les questions de protection sociale ou autre si on ne réfléchit pas d'abord au changement dans le rapport au travail. Entre nous, je ne vais pas en parler longtemps, mais c'est une des erreurs du dossier Rotel pour moi. Quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, je ne vais pas rentrer sur le fond, mais il fallait commencer par discuter de la manière dont les gens, quelle est la relation qu'ont les gens au travail aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas le recul de l'âge, mais pourquoi ils ne veulent pas rester? C'est la vraie question. C'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent. C'est pareil dans d'autres domaines que le travail. Les Français consomment trop d'antidépresseurs. Le problème, c'est de savoir pourquoi ils consomment trop d'antidépresseurs. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais la question du travail est essentielle. C'est quels sont ces changements selon moi? D'abord, il y a un besoin d'autonomie qui est plus important que par le Fordisme. Évidemment, c'est fini, mais là, il y a vraiment besoin d'une recherche d'autonomie dans le travail. Qui dit autonomie dit en même temps responsabilité. Donc, une histoire, je parlais de confiance tout à l'heure, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui puisse s'installer et de respect. Ça m'apparaît quelque chose d'indispensable. Même si le travail salarié classique, et d'ailleurs de plus en plus en CDI, en CDD actuellement, est encore très largement majoritaire, même s'il peut être impacté par l'intelligence artificielle ou pas, il y a aussi une partie des gens aujourd'hui, notamment chez les jeunes générations, qui veulent plus ça. Ceux qui travaillent par exemple sur les plateformes, quelles que soient les plateformes, Uber ou d'autres, ils ne tiennent pas exemple. Ils veulent, mais ils veulent être réellement indépendants. Ça veut dire que, on ne va pas les obliger à être indépendants, mais il faut qu'ils aient des droits pour être réellement indépendants. Ils ont une subordination économique aujourd'hui, qui n'est pas une subordination juridique, mais il faut que ça se produise en matière de protection sociale, en matière de formation, etc. Donc, ça a commencé, il y a des négociations, je sais, mais ça n'a pas encore vraiment abouti, mais ça, c'est un élément. Et il y a des dangers aussi aujourd'hui. Un des dangers que je vois, moi, c'est accessoire, mais ça percute aussi maintenant dans certaines grandes entreprises, c'est les dangers du wokisme. Les dangers du wokisme qui viennent des États-Unis, certes, mais qui percutent. Vous avez des entreprises aujourd'hui, non seulement américaines, en France, mais aussi françaises, purement françaises, qui commencent à confondre l'inclusion et l'intégration. Qui font des séminaires de formation, etc. Et ça, c'est un véritable danger. Un danger par rapport à quoi? Un danger par rapport à une nouvelle républicaine, qui constitue le fondement de notre société. Donc, je crois, ça, je ne dis pas que c'est un ex, c'est un élément qui est en train de prendre. Donc, c'est pas un ex. Parce que l'inclusion, c'est on oblige le collectif à se coller sur nous. Et l'intégration, c'est le contraire. C'est l'individu qui intègre quelque chose. Donc tous ces éléments font qu'il y a effectivement des changements importants dans le travail et que, y compris quand on aborde les questions de protection sociale ou de dialogue social ou de démocratie sociale, on doit en tenir compte si on ne veut pas côté de la Tout à fait d'accord avec Jean-Claude sur l'attente beaucoup plus forte d'autonomie, sur une certaine indépendance, d'un respect, de reconnaissance. J'ajouterais une chose qu'on voit fortement monter. Alors, chez les jeunes générations, très fort, mais pas que. Et là aussi, le Covid a joué son rôle, c'est le sujet du sens du travail. Et le sens du travail, c'est à la fois le sens de l'entreprise. Par exemple, dans quelques années, Total, c'est le roi du monde sur le recrutement. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne veulent pas aller, d'autres qui vont. Des jeunes qui ne veulent pas aller dans une entreprise. Alors ça, c'est le sens, c'est la mission de l'entreprise, le but final. Mais il y a aussi le sens de son travail. Est-ce que mon travail c'est un coaching-club? Je suis perdu dans une activité d'organisation où je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas dire avec fierté ce que je fais à mes enfants, à quoi ça sert, et je considère que c'est un rouage à la personne, mais je n'ai pas de fierté. Et c'est pour ça qu'on voit aussi, y compris dans les diplômés, des gens qui ne veulent plus aller dans une entreprise, qui préfèrent créer, coller pour une entreprise qui est un moyen qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ou 20 ans, pour avoir le sens de produits ou services que je fabrique, est-ce qu'il y a une valeur économique, aussi sociétale, et est-ce que je peux être ça? Donc tout le sujet
sujet du sens, de la reconnaissance, du respect et de l'autonomie, ça veut dire aussi que, en termes de management, ça va être des grosses transformations. En clair, le management brutal, top-down, ça ne marche plus du tout. Et avant, il y avait beaucoup de chômage de masse, les gens avaient un chapeau et puis ils supportaient ça tout en le détestant. Aujourd'hui, on a un peu trop bien réussi, peut-être sur la baisse du chômage de masse, et du coup, le rapport de force s'est inversé. C'est-à-dire qu'il rejoint dans les autres pays, et c'est dans beaucoup de cas, c'est plus que ce qui choisi pour un mélange des deux. Et du coup, cette question de management est très importante. Il y a énormément de jeunes, de gens qui quittent un patron dans la journée, parce qu'on leur a mal parlé. Donc, tout ça, ça veut dire aussi que le management doit évoluer. Ça veut dire aussi que la formation continue. En sujet que la Michel on a beaucoup parlé, elle est constante, c'est une évolution des compétences, des aspirations de travail, du management. Ça veut dire une évolution permanente. Ça veut dire un signal, Singapour, qui n'est pas en général le dernier sur les sujets d'éducation. Le Premier ministre de Singapour a déclaré il y a quelques mois qu'ils estimaient entre les changements professionnels, le développement durable, l'évolution du rapport au travail et tout, eh bien, il faudrait que chaque Singapourien se forme sans aller chez le pas. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire sous cette forme-là, parce qu'il faut inventer ce qui existe déjà, le learning organization à très grande échelle. C'est juste pour vous donner la magnitude et la vitesse des changements, c'est ça qui est des débats sociaux de Juste, la pandémie a accéléré les choses, y compris sur le plan du travail, y compris sur la quête de sens. La peur de la mort fait que beaucoup de gens se sont questionnés eux-mêmes. C'est quoi ma vie, quel est mon objectif, quel est le sens que je dois donner, etc. Et on l'a vu notamment avec Aubry, deuxième impact sur le télétravail, qui a été mis en place rapidement parce qu'on n'avait pas le choix, mais qui nécessite, si on veut que ça marche, on se veut que ça marche en général 2-3 jours. Parce qu'il faut maintenir le collectif aussi. S'il n'y a jamais de rencontre de siège d'entreprise qui soit nationale ou régionale, peu importe, ça pose des problèmes. Mais on s'est rendu compte aussi que les entreprises qui arrivaient le mieux à mettre en place le travail, c'est celles qui travaillaient dans un système de management par objectif. Quand c'était un système très autoritaire, ça ne marchait pas le télétravail. Et ceux qui ont le plus souffert, c'est le management intermédiaire. On n'a pas la même position en présentiel, c'est pas le même boulot. On doit animer, regarder les objectifs, discuter quand on est en télétravail, et on n'est pas sur l'autorité qu'on a quand on est en présentiel. Donc il y a eu une accélération, c'est en train de se repositionner, mais il y a eu une accélération. Il y a une conséquence aussi, c'est que en Europe, dans les pays développés, 40% des jobs sont télétravailleurs. Pas les autres 60%. Donc, ça, outre qu'il faut bien articuler le temps de présence et le temps que ce soit dans le télétravail, parce que la productivité est plus forte quand on est seul, mais la créativité, l'innovation, la production est meilleure quand on est ensemble, donc le collectif humain, comme ça. Mais c'est aussi une différence, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui sont diplômés, ils exigent un spécial, par de c'est une futur job. Mais les aides-soignants, les caissières, les doubleurs, tous ceux de la première ligne de la crise Covid, eux maintenant, ils voient ceux qui sont déjà qualifiés pouvoir avoir cette flexibilité du temps, la temps choisi en partie, et eux non. Donc ça recrée un enjeu social dans l'entreprise qui est très fort. Il y a beaucoup de temps. L'entreprise cherche des opinions comme ça, trouver d'autres flexibilités choisies, parce que sinon on recrée une vision col blanc qui est socialement mauvaise. Oui, ça constitue une perception d'une nouvelle inégalité entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Les entreprises ont réglé ça par des grilles. Certains ont réussi, y compris sur des postes qui a priori n'étaient pas possibles au télétravail, à pouvoir faire une journée de télétravail quand même. Il y a différentes manières, mais c'est une nouvelle inégalité qui sont par la question salariale. On va faire un développement maintenant sur le fait que les travails changent, les attentes vis-à-vis du travail changent. Je dois vous dire,
par exemple, pour ma part, que le travail du modérateur est fortement facilité, vous l'avez vu par le disait tout à l'heure entre Joël et Jean-Pierre. Le travail change à grande vitesse, les attentes aussi, les attentes des salariés, les attentes des employeurs aussi. Est-ce que nous avons des outils de dialogue social? Est-ce que nous avons, face à ces changements très rapides, est-ce que nous avons les bons outils, les bonnes institutions? Est-ce que les outils et les institutions sont capables d'accompagner et même d'anticiper les changements dans les formes du travail? En quelques exemples, on a discuté ensemble de l'article 1 du Code du travail. On y reviendra tout à l'heure sur la consultation du gouvernement. J'entends aussi beaucoup chez Jean-Claude Meilly, où est-ce qu'on est encore capable de produire du collectif, la défense d'un intérêt collectif dans le monde du travail, quand des mouvements, alors peut-être que le mot wokisme est un nouvelisme, mais en tout cas qu'on voit dans la société et dans l'entreprise, des mouvements venir multiplier des revendications catégorielles. Ouvrir le débat sur ces deux questions, comment est-ce qu'on peut encore produire du collectif dans le dialogue social? Est-ce que nous avons les bons outils, les bonnes institutions? Est-ce qu'elles peuvent changer pour favoriser le dialogue social? Alors, ça recouvre quoi? On parle de dialogue social, ça recouvre plusieurs procédures. Ça recouvre de la négociation. Mais en fait, la véritable négociation, elle est en privé. Puisque quand je dis négociation, ça veut dire on discute avec la volonté des deux côtés de la table de trouver un compromis. Mon prédécesseur, quand on lui a demandé une fois la définition d'un bon compromis, il avait dit c'est quand le syndicat pense qu'il aurait pu obtenir plus et que l'employeur pense qu'il a trop lâché. De considérer que là, c'est un bon compromis. Je pense que la formule est réelle. Donc, mais à la fin, quand on s'engage, il y a une signature. Et la signature engage les deux parties. Alors après, il faut regarder. Il y a des procédures dites de concertation. Le gouvernement, là, c'est plus sur le domaine gouvernemental, ça peut exister dans l'entreprise aussi. On demande votre avis, on vous écoute, on change éventuellement votre façon de concevoir les choses parce qu'on vous a écouté au moins en partie. Et après, il y a la consultation qui peut se résumer. Moi, je vous assure, en 3 quarts d'heure, ça va, j'ai fait mon boulot, vous dégagez. Enfin, je caricature un peu, mais j'ai connu ça au fil des années. Donc ça recouvre tout ça, ce qu'on appelle dialogue social d'une manière générale. Et en France, on a très longtemps eu un système de négociation globale et de dialogue social très articulé entre loi, contrat. Et contrat à 3 niveaux. Contrat interprofessionnel entre les confédérations syndicales et les organisations patronales, dans les branches au niveau national et dans l'entreprise, si on est dans le secteur privé, bien entendu. Pendant très longtemps, on ne négociait pas, puisqu'à la fin, ça s'anime par loi, un décret, on ne va pas faire les lois quand on est un syndicaliste ou un employé. Donc, mais dans le privé, ça a très bien fonctionné. Ça, c'est un système qui a été remis en cause progressivement depuis les années 2000, surtout. Alors, ça veut dire que l'articulation n'est plus la même. Mais ça a été percuté, selon moi, par autre chose. C'est qu'au fil du temps, l'État, c'est vrai chez nous, mais c'est pas ailleurs, l'État a perdu du pouvoir. A perdu un pouvoir monétaire au niveau européen, l'échelon européen, qui n'est pas dans l'unité quand même, clairement européen, mais a perdu un pouvoir monétaire, un pouvoir budgétaire moins fort qu'auparavant. Résultat des courses, il a eu tendance au fil du temps à venir prendre pied sur tout ce qu'on appelle la sphère sociale, que ce soit la protection sociale, d'une manière générale, voire parfois le travail, et voire, au fil des années, la remise en cause, par exemple, des structures paritaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de la retraite complémentaire, paritarisme pur. Donc voilà, donc ça, les deux éléments ensemble ont été compliqués à gérer. Alors à partir de là, on a eu cette discussion qui avait été ministre et moi, secrétaire général de l'EFO, mais au passage, au-delà quand on discute, il y a deux choses il y a le contenu des textes, c'est un élément essentiel, mais il y a aussi autre chose, c'est est-ce que les interlocuteurs se font confiance? Est-ce que les interlocuteurs se respectent? Est-ce que même quand on est en désaccord, parce qu'on a des désaccords, bien
est-ce qu'on s'explique, est-ce qu'on va au bout? Quand on a démarré sur les ordonnances, au début, il n'y avait plus de négociation de branche. Bon, c'est la discussion qu'elle voit sur les points. Voilà. Bon, après, il y a des choses que je suis toujours pas d'accord, c'est la vie, d'une manière générale, mais pourquoi? Parce qu'il y avait le contenu du texte et, lorsque je connaissais auparavant, il y avait une relation de respect, confiance et fiabilité. Je crois que ce sont des éléments essentiels. Troisième point que je voulais souligner là-dessus, dans le privé, c'est pareil, la pandémie a remis en scène les accords interprofessionnels. Donc entre les confédérations et les organisations patronales. Il y a une époque, le patronat disait on en veut plus. Non, il y a une série d'accords qui ont lieu, il y en a en cours, etc. Ça c'est bien. Les accords de branche sont très vifs. On a bien vu qu'au moment de la pandémie, des branches comme la métallurgie ou d'autres ont été très actives dans les négociations pour envisager tous les problèmes de télétravail, etc. Mais il demeure un problème, selon moi, qui n'est pas nouveau, il date pas de 6 ans, ce problème. Vous l'évoquiez, c'est ce fameux article L1. C'est quoi l'article L1 du Code du travail? On se rappelle aussi la loi Larcher, parce que c'était Larcher qui était ministre du Travail à l'époque. C'était après le conflit du CPE en 2006, où à l'époque, le gouvernement avait imposé un texte en parlant de la personne. Les grèves, les manifs, les jeunes, etc. Et le gouvernement a dû reculer. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on change le modèle. On ne peut pas refaire la même bêtise, d'une certaine manière. Donc, il y a cet article-là qui consiste en quoi? Dès que un gouvernement veut toucher au code du travail, au droit du travail, il doit au minimum consulter, concerter les interlocuteurs sociaux, leur proposer, s'ils le souhaitent, de négocier, leur laisser le temps de négocier, le gouvernement envoyant un document d'orientation aux interlocuteurs sociaux s'ils décident de négocier. Or, au fil du temps, ça a été quand même détruit. Ou parce que, toujours considéré que le temps politique n'est pas c'est pas la même temporalité dans le domaine politique que dans le domaine social. Il faut plus de temps dans le social. C'est pas le même calendrier. Alors, le calendrier politique n'est pas le calendrier social. Donc, on ne peut pas dire aux interlocuteurs sociaux vous avez un mois, ou un mois et demi, ou 2 mois pour négocier. C'est à eux de choisir s'ils veulent négocier le timing d'une certaine manière. Ça, c'est un élément clé. Et on ne peut pas leur donner. On peut leur donner un document d'orientation, on ne peut pas leur donner une lettre de cadrage en disant voilà, vous avez négocié, mais voilà où vous devez arriver ici. Donc là, il y a un problème. Moi, je serais assez partisan qu'on revoie cet article-là, alors qu'on l'étend dans les choses que le code du travail, et qu'on reprécise bien les conditions de l'articulation, les conditions de discussion entre l'État, en tant que tel, gouvernement, et les interlocuteurs sociaux. Pour éviter que tout soit aussi lié à la nature des relations entre un responsable politique, c'est bien, c'est bien, mais il faut consolider ça parce que je vais pas politique. Dans tous les milieux du travail ne sont pas de la même manière. Alors, je pense qu'effectivement, il faut distinguer la négociation d'entreprise, en chapeau, et la famille de la loi. Je pense que là, on n'est pas du tout dans le même univers en termes d'école et des documents. La négociation d'entreprise, Jean-Claude l'a dit, 18 ans, elle était très souvent très active dans l'entreprise. Ce qu'on a fait dans les ordonnances, un des principaux des ordonnances qui s'appelle d'ailleurs pour le renforcement du dialogue social, c'était de donner plus de grain à moudre dans l'entreprise par rapport à quand même un système français où le régalien est très important. La loi est très très encombrée. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des discutables obligatoires que les entreprises devaient négocier, enfin, on les tenait par la main, de façon excessive, on a considéré qu'il fallait donner plus de grain à moudre aux partenaires sociaux dans l'entreprise. En se rapprochant, j'allais dire, plus de pratique Europe du Nord, on peut faire en gros. Et ça, sur ce côté-là, je pense qu'on a fait ce qu'il faut. D'ailleurs, j'en veux pour preuve y compris pour les ordonnances, et là, l'activité très forte de négociation d'entreprise qui a augmenté. Et 80% des accords sont signés par tous les syndicats. Donc, la façade nationale politique, comment ? Oui, 80 000 accords. C'est juste pour vous dire
densité. Et ce qui est un peu nouveau et encourageant, c'est qu'on commence à en avoir dans des entreprises de 50, 100 salariés, ce qui était avant un peu la tâche. Donc, ça, de ce côté-là, c'est parfait, ça veut dire que les gens ne sont pas sur la queue de temps en temps, mais en gros, on a les instruments qu'il faut, et il y a quand même une culture de négociation dans l'entreprise française bien au-delà de l'image de beaucoup de gens. Au niveau des branches professionnelles, c'est vrai aussi, c'est facilité aussi, parce qu'on a fait quand même un travail commun avec les partenaires sociaux ces dernières années, de limitation du nombre de branches. Il y avait 800 branches en 2017. 800 branches, évidemment, l'UIMM, le BTP, toujours eu des très fortes pratiques de négociation, parfois assez costauds, mais toujours. Mais il y avait des branches minuscules, et d'ailleurs, c'est souvent dans ces branches-là qu'on voit, par exemple, des minima de classification qui sont en dessous du SMIC, une activité très faible. Donc aujourd'hui, on est à un peu moins de 200. Dans beaucoup de pays, il y a 50 à 80 branches. Ça aide aussi, parce que du coup, c'est sur des partenaires sociaux qui ont plus de pouvoir et de côté, qui ont plus d'influence. Donc là, je dirais aussi que, d'ailleurs, avec le Covid, ça a plutôt renforcé les négociations de branches. L'interpro, tu l'as dit, très très sollicité post-Covid, mais aussi crise énergétique, inflation, donc il y a beaucoup de sujets. Le sujet où on n'est pas bien calé, c'est la fabrique de l'euro. Parce que, effectivement, on a d'abord une conception chez beaucoup de politiques qui est un peu incompatible avec la conception des partenaires sociaux. Pas tous, mais il y a beaucoup de politiques en France, de droite et gauche, il me semble qu'on ne sait pas forcément lié à un parti politique, qui considèrent quand même que, en gros, la démocratie sociale, c'est un mal nécessaire, et si on pouvait s'en passer, on irait plus vite, et ce serait mieux d'être en contact direct avec les gens. Et ça, si vous pensez ça au départ, vous cherchez les moyens de contourner ce qui va être une complication. Et là, le verre est dans le fruit, dès le départ. Si vous n'avez pas la proposition que la démocratie sociale est un pilier de la démocratie tout court, et que donc, oui, c'est des rythmes, c'est compliqué comme politique, parce que c'est vrai que le monde est différent, et les politiques qui veulent avoir des résultats plus vite, ils doivent pouvoir avancer plus vite, mais si on ne prend pas en compte de part et d'autre le minimum de jeux de contrainte là-dessus, à ce moment-là, c'est la recherche dans les textes de tous les jeux d'estive. Et les textes, n'est-ce pas, monsieur le professeur de droit, il y a toujours une marge d'interprétation relativement significative. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour moi, il y a deux instruments qui méritent d'être plutôt renforcés. L'article 1, vous l'avez dit, qui est vraiment un travail, et il y a ce qu'on appelle les études d'impact. Parce que depuis quelques années, je ne sais plus quelques années, on reviendra, on ne peut pas faire une loi sans publier, en même temps que le projet de loi, donc au Parlement avant le débat, une étude d'impact qui doit donner les impacts économiques et sociaux que auront tel ou tel loi. Le problème, c'est que vous avez plusieurs manières de le faire. Et si vous le faites de façon bâclée, avec des chiffres, aucune allusion à l'actualité récente, qui s'avère faux, erroné, là, alors pour la confiance, c'est fini de chez tout le monde. Alors que c'était fait justement pour quelque chose auquel je crois beaucoup. Moi, je ne crois pas qu'on peut imposer ni négocier sans d'abord parler diagnostic. S'il n'y a pas un diagnostic à minimum partagé, comment vous pouvez vous être d'accord sur des solutions lorsque vous n'êtes pas d'accord sur le problème à résoudre? Donc ça, c'est la méthode de Jean-Monnet au niveau européen. 1, diagnostic. 2, on discute des différentes solutions. 3, voilà, on converge, quelque part facile. 4, on évalue et on corrige, parce qu'il y a toujours des écoles à corriger. Ça, dans le dialogue social, c'est très fou. Dans l'entreprise, c'est pareil. On lance pas un plan sans discuter. Alors, il y a des textes pour les entreprises qui sont très exigeants. Donc là, il n'est pas possible de négocier sans avoir fourni beaucoup d'éléments. Au niveau de la fabrique de la loi, on l'a vu, c'est précédent. Alors, évidemment, quand on veut le faire, il y a aussi tous les textes pour le faire. Par exemple, les ordonnances, je sais que c'est contradictif, il y a beaucoup plus de gens, beaucoup de gens. On n'a pas fait une seule consultation, on a passé 300 heures en juin et juillet à discuter entre les partenaires sociaux et les équipes. Et moi, avec les leaders, on a passé une centaine d'heures. Donc, on a pris le temps de comprendre l'argument de l'autre. Je vais citer un exemple que vous avez évoqué. Nous, au départ, on était vraiment sur donner la main, donner le pouvoir au dialogue social dans l'entreprise.
Donc on était tout chou sur les entreprises, par rapport à une pyramide d'entreprises avec quasiment pas de marge de manœuvre. Donc on était vraiment là-dessus. Et c'est Jean-Claude et Laurent Berger qui ont convaincu que quand même l'échelon de la branche allait être essentiel pour pas toute la raison. Et on a fini par convaincre là-dessus. Et du coup, le rôle de la branche a été affirmé, affiné, renforcé sur certains aspects. C'était pas juste un compromis pour dire compromis, c'est parce qu'on a pris le temps de se dire pourquoi, et finalement on a trouvé le bon passage qui est bon. Mais tout ça pour dire que la confiance, si on utilise les tests pour essayer d'esquiver la phase de faire discuter avec les partenaires sociaux, vous avez les résultats, ça ne peut pas marcher parce que là, détruire la confiance avant même de commencer. Schématiser et mettre un peu de tension dans notre discussion, parce que on voit au fur et à mesure que le dialogue social se délabre dans le pays, se délabre. Pas dans les entreprises. Non, pas dans les entreprises. Se délabre. Oui, nous avons vu ressurgir des phénomènes de violence, soit que nous avions oubliés, qui nous ont pris par surprise, et comme si au fond l'impossibilité d'avoir un dialogue serein avec l'État faisait qu'il fallait grimper tout de suite, se faire entendre différemment, en ayant recours à diverses formes de violence. On est dans un moment particulier où un exécutif, pour des raisons que je discuterai ici, mais a utilisé ce qui a pu être perçu quand même comme un artifice, utiliser une loi de finances pour appliquer un 49.3 pour faire passer une loi qui n'était pas attendue, pas souhaitée, a pu être perçu comme une violence qui encourageait l'autre. Vous, comme exécutif gouvernemental, dirigeant d'entreprise, syndicaliste, quelle est la bonne initiative qui pourrait être prise aujourd'hui et par qui? Est-ce que c'est l'État ou l'exécutif qui doit faire un geste? Est-ce que ce sont les syndicats qui doivent chercher? On a vu aussi un front militaire assez inattendu se construire. Est-ce qu'on peut, à partir de ce front militaire, avoir une proposition nouvelle? Est-ce que c'est le patronat qui peut prendre l'initiative ou est-ce que je m'inquiète pour rien? Non, vous n'inquiétez pas pour rien. J'ai envie de répondre de trois enjeux. À la fois du côté syndical, il faut bien comprendre que ce sont des plaques tectoniques. Du côté politique, vous perdez une élection présidentielle, vous perdez une élection législative, votre parti dans un coup, on ne peut pas en dire. Du côté syndical, on est dans une autre logique et un autre timing parce que la représentativité des syndicats est liée au résultat et au rôle dans les entreprises et les administrations. Donc ça fait une base. Entre nous, il y a beaucoup plus, sur le total des adhérents des syndicats, il y a plus de gens adhérents dans les syndicats que dans les partis politiques, quels qu'ils soient. Donc là, il y a une différence. Mais en même temps, il y a une évolution. La France, historiquement, pour des raisons politiques, on va là-dessus, on va faire l'histoire, mais a longtemps privilégié un peu une logique conflictuelle plutôt qu'une logique de négociation. Notamment dû après-guerre, le poids du PC, qui faisait 25%, qui était le premier parti France, qui n'ont pas, et puis avec la CGT. Progressivement, ça évolue. Les relations sont différentes, on arrive à. Je ne suis pas sur la ligne, je suis plus en réalisation, je suis en responsabilité, mais on sent qu'il y a des choses qui évoluent. Moi, je pense que l'avenir va vers des systèmes que j'appelle moi de co-construction. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on se rapprochera du modèle nordique ou progressivement. Ça, c'est le premier. Du côté de l'État, il y a des efforts à faire. Mais c'est ce que disait Muriel. Il ne faut pas croire que, quelle que soit l'idée, le gouvernement peut faire telle ou telle chose qui touche au social, il a tout intérêt à en discuter avant avec les intéressés. Alors, certains peuvent considérer que c'est une perte de temps, mais ce qu'on perd avant, on le gagne énormément après. Parce que si vous ne discutez pas, alors là vous gagnez du temps, mais si après vous avez 3 mois de manif, 3 mois de tension, etc., vous perdez énormément de temps. Donc il faut mieux discuter avant. Les ordonnances, y compris avec les désaccords qu'on a eus jusqu'à la fin,
Les ordonnances, elle a rappelé le nombre d'heures que Laurent et moi on a passé avec toi et avec tes services, etc. Mais c'était quasi il n'y avait pas de signature à la fin, mais c'était une négociation. On passait des soirées, y compris dans le jardin, avec des tableaux Excel, etc. Enfin voilà, c'était sous Tunis parfois, on s'en amusait pas. Mais bon, mais ce temps qui a été même été littéralement parce qu'à l'époque, on considérait que les syndicats en savaient plus qu'eux. Voilà, parce que, y compris quand il y avait le débat parlementaire qui démarrait, il y avait encore des consultations syndicales. Donc c'est pas de la perte de temps. C'est comme ça qu'on en sort à un moment donné. C'est d'ailleurs là, c'est un peu le système allemand. En Allemagne, avoir un accord, c'est très long. Et une fois que l'accord est passé, ça va très vite se mettre en place. Voilà. Ça, il faut qu'on apprenne. Et ça, l'effort, il est plus, selon moi, parfois du patronat, mais moins c'est possible. Mais plus du côté des pouvoirs publics. Voilà. Il faut qu'ils acceptent que voilà, la verticalité, ça ne marche pas toujours. Voilà. Il faut accepter de discuter, éventuellement revoir, de convaincre sur certains points, etc. Et pas simplement une consultation pour la forme. Alors, et quand le débat, parce que vous avez raison, la démocratie sociale, c'est un élément de démocratie. Ça, il y a la démocratie politique. D'abord, la négociation n'existe que dans les pays démocratiques. En Chine, il n'y a pas de négociation, un syndicat, il y a des partis. Et là où il y a 15 syndicats, en général, ce ne sont pas des démocraties. Qui en est 6 ou 7, c'était beaucoup aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, quand le débat n'a pas lieu dans une démocratie, qu'il soit politique, quand il est tendu, le débat social, ça génère de la violence. L'absence de débat génère de la violence. C'est pas nouveau dans l'histoire. Il y a eu des périodes, ça a été violent également, mais là, on assiste effectivement à des montées de fièvre régulières, et on l'a vu, je ne parle même pas des Black Blocs, c'est encore un autre élément, mais une impatience, parfois une individuation du grand également. Alors, moi, je pense que d'abord, il y a quand même une maturité du dialogue social, depuis quelques décennies, qui est très grande dans les pays européens, et ce qui fait que dans le champ du dialogue social, il y a un petit peu de violence. Je m'explique. Il y a eu 10 jours, une personne dans la rue, encadrée par 5 syndicats, des syndicats sans violence. Les violences ne sont pas arrivées de là, elles sont arrivées dans les périphéries, avec des plateformes, comme on dit par français, qui sont là pour des raisons de déstabilisation de la démocratie, qui affirment très clairement, et eux, ils ne voulaient pas non plus que la démocratie sociale fonctionne. Donc, mais c'est clair que démocratie et débat sont indissociables, et donc s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat, mais s'il n'y a pas de débat, l'exercice de la démocratie, le sentiment qu'on est vraiment dans un vie démocratique, ça doit se réinventer, se confirmer chaque jour par l'exercice d'un véritable débat. Quand il n'y a pas de véritable débat et que le débat sert juste pour faire semblant qu'on a un débat dessus, mais qui ne produit pas les résultats, alors à ce moment-là, il y a le sentiment que ça n'est pas démocratique. Ça n'est pas, c'est au sens juridique, c'est au sens perçu. Voilà, la démocratie c'est la loi. Donc je pense que ça c'est un point vraiment important. L'autre sujet que je veux dire, c'est que tricoter la démocratie politique et la démocratie sociale en même temps, je pourrais rajouter la démocratie participative, le monde associatif, les autres formes d'engagement, c'est quelquefois sportif. Effectivement, dans des ordonnances, ça a des limites. Moi j'étais en négociation, je dis négociation parce que ça n'était pas jamais tout le temps, mais ça a été le faire. En négociation avec les partenaires sociaux, en même temps que j'étais au Parlement. Il y en a un le jour, l'autre la nuit, enfin plutôt un peu la soirée et le midi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, on avait fait 4 lots, 4 semaines par an, 4 lots de discussion, et j'en disais, là, cette semaine, je discutais avec les partenaires sociaux, donc j'amène les textes au Parlement la semaine prochaine là-dessus. On faisait d'un coup, parce qu'on passait, et on revenait, les partenaires sociaux, on disait, mais le Parlement, ça avance dans quel sens. Donc là, on était en temps réel. Bon, d'habitude, vous n'êtes pas en temps réel, vous êtes en temps successif. Donc en temps successif, mais il faut donner sa chance d'autant, c'est pour ça que l'article 1 et l'étude d'impact doivent être un petit peu sacralisés pour moi. Il faut qu'il y ait un temps, par exemple, aujourd'hui, ça n'est pas le texte pour qu'on discute de l'étude d'impact. Je crois que l'apprentissage d'une année, là, c'est que si on avait passé plus de temps à parler
du problème à résoudre, peut-être qu'il y a eu ou pas un espace pour discuter des solutions. Mais là, il n'y a même pas d'espace. La deuxième chose, quand même, que ça me dit sur vos questions, la dernière année, j'ai trouvé le patronat très silencieux. Et vous savez, quand vous avez un tête-à-tête entre le gouvernement et les syndicats sur un sujet social, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas une administration, hein, le pays. Donc l'État employeur n'a rien à faire là-dedans. L'État, il est face au syndicat, il est employeur. Mais en tant que régulateur de l'intérêt général, il doit être face aux partenaires sociaux. Et quand il n'y a qu'une des deux parties, soit le patronat ou le syndicat face au gouvernement, les autres ne disent pas grand-chose, il y a quelque chose qui. C'est un jeu à prendre. Ça ne marche pas si se transforme en jeu à deux, quel que soit le. Et enfin, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut redonner la main, parce qu'on a beaucoup régulé, y compris dans la gestion ces dernières années. Peut-être excessif dans un sens, là on est basculé sur l'intervention des États sur tout le champ social, et je pense que là c'est un peu excessif, et qu'il faut redonner de la marge de manœuvre au dialogue social entre partenaires sociaux sans l'État. Ce qu'on appelle le paritarisme dans nos pays, c'est une particularité française. Je rappelle que, je prends souvent cet exemple sur l'assurance chômage. Si vous êtes salarié suédois, il y a 3 grandes organisations syndicales en Suède, et c'est chaque syndicat, chaque confédération gère sa propre caisse d'assurance chômage. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, vous choisissez une caisse, c'est de facto vous êtes syndiqué. Voilà. Nous, on a choisi un autre système. Alors, je ne juge pas cette histoire des pays. Comme on est dans une république et que l'un des valeurs qui est d'assurer non pas l'égalitarisme, mais un minimum d'égalité de droit, on a négocié en 1958 la création du système d'assurance chômage, à la demande du gouvernement. Une fois que l'accord a été signé, il a été étendu, il s'applique à tout le monde. Et aujourd'hui encore, vous perdez votre boulot, vous soyez salarié d'une TPE, d'une multinationale syndiquée ou non syndiquée, vous avez les mêmes droits. Ça, c'est la conception républicaine qui est française. Hein, ça. Je parlais de la Suède, mais on peut parler de la Belgique, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est un élément important. Et le paritarisme, qui est donc la gestion conjointe, au départ, de tout ce qui tourne autour du contrat de travail, pas tout, mais au départ, il y a la délégation sociale, ça c'était avant les années 60. Je rappelle que dans les premiers conseils d'administration de sécurité sociale après-guerre, il y avait 75%, c'était le montant des salariés. Bon, ça, il y a longtemps que c'est terminé, mais il y avait la retraite complémentaire, l'assurance chômage, la formation, le logement, etc. Il faut bien comprendre que ce paritarisme, c'est aussi une école de responsabilité. Quand vous êtes gestionnaire, mettons des retraites complémentaires, que vous soyez syndicat salarié ou syndicat patronal, vous avez une responsabilité. Vous ne faites pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, la retraite complémentaire, ça fait quelques années que ça dure, l'assurance chômage aussi. Donc, supprimer ça, c'est aussi ce serait amener les syndicats vers une logique qui serait plus ou politique, ce qu'il faut mieux éviter, quel qu'il soit, ou contestataire. Je voudrais poser, avant de laisser les questions à la salle, je vais vous poser une dernière question qui sera chère à Jean-Michel Blanquer sur la laïcité et le fait de le en entreprise. Mais juste avant, est-ce que Muriel et Jean-Claude, on peut poursuivre sur le patronat silencieux? Quelles paroles attendiez-vous à ce moment-là? Qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui de la part du patronat? Voilà, ça me frappe. Le patronat est silencieux. Qu'est-ce qui était attendu? D'habitude, il n'est pas silencieux et il dit aussi beaucoup de choses. Mais sur la réforme des retraites, je trouve qu'il a été très silencieux. Et ça m'a aidé, parce que, ce qu'on a dit avant, qu'il n'y ait débat, mais du coup, ils ont laissé se faire. Je pense que quand, parfois, ça dépend des périodes, et quand le patronat considère que ce que veut faire le gouvernement va dans son sens, c'est pas la peine qu'il prenne des couilles, les soeurs. Voilà, en gros, ça vient ça. Et je pense que ça n'aide pas. Mais il y a eu des périodes comme le patronat. Je me souviens par exemple avec Laurence Parisot quand elle était
président du MEDEF, on avait relancé les mécaniques de négociation et on avait mis au point, alors ça rappelle ce que tu disais tout à l'heure, on avait appelé ça un système de délibération sociale, c'est-à-dire qu'on mettait un sujet sur la table, quel qu'il soit, et c'était pas la négo, on discutait et on regardait si une négociation pouvait s'ouvrir, si on y avait le chemin d'un accord, en fait c'était ça, et donc ça correspondait à un minimum de diagnostic partagé. Et quand on aboutissait à ça, la négo démarrait, et en général elle continue. Je vais donner un exemple. Quand dans la loi la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, on a travaillé en amont pendant 4 mois, d'une part sur la réforme de l'apprentissage et d'autre part sur l'égalité hommes-femmes, qui a créé l'obligation de résultat index. Là, et syndicats et patronat étaient à fond. Ce n'était pas une négociation entre eux, c'était une initiative à la demande de l'État. Enfin, il y a eu un véritable travail, une tripartite, si je veux dire. On n'aurait pas réussi à le faire sans eux, mais on avait besoin des deux. Donc je trouve qu'on soit plus d'accord à un moment donné avec l'un ou l'autre, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'à la fin, le processus, il a des conséquences sur l'adoption et sur la réalité. C'est pas juste un texte pour sortir, c'est une transformation. La transformation, il faut que tous les acteurs soient sur le pont dès le début et tout le temps. Parmi les transformations récentes dans le travail, le monde du travail, mais qui n'a rien à voir avec les ruptures technologiques, c'est l'émergence ou l'irruption du fait religieux dans l'entreprise, même dans les administrations. Quelque chose qui est consacré beaucoup de monde par surprise. Nous sommes un peu comme lapin devant les phares. Est-ce que vous pouvez partager chacun la ligne que vous adoptez, que vous préconisez là-dessus? Moi, j'ai toujours eu cette conviction, c'est qu'on ne transige pas avec la laïcité. La laïcité, c'est la laïcité. On a parlé de mettre un objectif derrière, je ne sais pas. Donc, c'est la laïcité, y compris sur ces questions-là. Alors, les choses ont évolué. Quand dans les années 70, l'usine Peugeot de Poissy faisait venir des travailleurs marocains immigrés, dont elle avait besoin, à l'époque, les anciens m'avaient expliqué ça, ils ont demandé un lieu de prière. À l'époque, ça n'a choqué personne dans l'entreprise. Je ne dis pas que c'était bien, mais tout le monde l'a accepté, parce qu'il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, on est dans autre chose, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'éducation nationale. On a vu ces derniers jours, ces 9 ans, 10 ans, à Nice, qui faisait la prière, ou les débats actuellement sur le port de la mer. Là-dessus, moi, je considère qu'il faut être très ferme. Or, les entreprises ne savent pas toujours gérer cette question. Moi, je pense qu'il y a un moteur, le dialogue social, bien entendu, mais il y a un outil dans l'entreprise qui est essentiel, c'est le règlement intérieur. Et il ne faut pas hésiter à utiliser le règlement intérieur. Les entreprises qui le font, si ça se passe bien, je ne sais pas qui travaille, c'est du bénévolat, mais depuis 16 ans maintenant, Muriel Codet était venue avec une entreprise espagnole, mais c'est Zara, Inditex, ce groupe Inditex, Zara, etc. On fait de l'insertion de jeunes désocialisés. Ça continue, etc. Il faut savoir que dans cette entreprise, il y a 118 nationalités. 118 nationalités. Et il n'y a jamais de problème ici. Parce qu'il y a un règlement intérieur qui est ferme. En même temps, vous êtes vendeur, vous êtes payé comme vous voulez. Mais c'est fait aussi pour ça. Donc, les salariés s'engagent. Quand ils rentrent dans l'entreprise, ils savent que si ça déborde, il y a une sanction qui tombe. Voilà. Donc, il faut être très ferme dessus parce que, j'ai l'impression, comme on dit, dès qu'on met le petit doigt, dernier exemple que j'ai connu, Renault. Renault implante une usine à Tanger, dans les années, je ne sais plus exact, dans les années 2000. En zone franche. C'est là où il existe toujours cette usine, aujourd'hui elle a plus de 9 000 salariés, fabrique les Dacia, des véhicules low cost. Et moi j'ai dit c'est pas une démodélisation, parce que ces véhicules on ne les fabriquerait jamais chez nous, ça en irait trop cher, etc. Et on demande avec la Fédération du métaux, à la direction de Renault, est-ce que on voudrait, nous, que vous allez embaucher très rapidement, c'est prévu pour 4 3 000 salariés, qu'il y ait un syndicat marocain qui rentre dans l'entreprise. Direction de Renault, non, c'est les zones franches, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de syndicat. Donc, pas de syndicat. C'est 1 an et demi après, ils sont venus nous chercher.
Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les barbus étaient retraités. Sur 2-3 000, etc. Donc, ils commençaient à organiser les salariés. Donc là, on est venu, je suis allé 2 fois, le syndicat Réalité marocain s'est implanté et a régulé le système. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, mais il faut être très ferme là-dessus. Et sentiment de pas, enfin, je sais pas un sentiment, qu'on ne l'ait pas assez. Ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure un peu sur Focus, tout ça, il y a des liens. Donc, non, on ne transige pas également la tolérance. On n'empêche personne de croire, etc. Ou de ne pas croire, etc. C'est une égalité de droit. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, mais au boulot, c'est le boulot. Pas plus qu'on doit parler de politique dans l'entreprise, on doit parler de féroce. Alors, je pense que pour travailler beaucoup de l'international, quand j'étais DGRH de la zone, on était dans 90 pays, des pays à dominante musulmane, des dominante chrétienne, la dominante laïque, la dominante ce qu'on veut. Le concept de laïcité tel qu'on l'exprime en France, il est très unique dans une expression internationale. Pour les entreprises internationales, elles ont une approche qui est un peu multiple sur ce sujet. Mais ceci étant, je pense que le pire des cas, c'est de ne pas appuyer sur les forces de son histoire et de faire une espèce de truc Bouddha entre les deux. Il y a des pays qui managent pas mal le multiconfessionnalisme, par exemple, qui est présent partout. Sans débrouille, une certaine tolérance, il y a des limites à ne pas dépasser, mais ils vont avoir 3-4 prières. On n'a pas le droit de faire veille à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. Le problème, c'est la cooptation de les postes. Après, c'est les communautés à l'intérieur qui font de la discrimination positive pour leur entreprise. Comme ça. Donc, il faut veiller à ça. Et dans leur logique, dans leur histoire, dans leur approche très multiculturelle, ils sont débrouillés, je dirais, en essayant de corriger les effets de bord. Nous, on a une histoire totalement différente. On a une histoire républicaine, laïque, qui a été une force d'égalité des chances, jamais complètement aboutie, toujours insatisfaisante, toujours à construire, toujours à remettre sur le tapis, et qui est quand même la séparation, et qui s'est bâtie quand même dans la séparation de l'Église et de l'État. Ça pourrait être un atout, en principe, sur le papier, justement, quand tout le monde n'a pas la même religion, beaucoup n'ont pas de religion. Mais à ce moment-là, il faut être ferme, ça je rejoins sous un autre angle ce que tu dis. Je pense que le pire, c'est de ne pas être clair. Il faut une clarté. Si la politique et la religion, ce n'est pas la place de l'entreprise. Là, je suis d'accord. Déjà, il y a 10-15 ans, les GRH sont retrouvés, parce que ça commençait, c'était pas sur la place publique, mais il y avait des sujets. Sauf que si vous êtes en défensif, c'est très compliqué. Parce que là, c'est perçu comme de la discrimination. Et pas forcément négatif. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que les règles du jeu qui soient claires dès le départ. Et la règle du jeu, dans telle entreprise, c'est ça, et elle est forcément liée. C'est comme c'est pour ça qu'il faut être applicable à l'école, c'est encore plus grave à l'école. Parce que là, on parle au fond. Je pense qu'il faut vraiment être sereinement laïque, c'est-à-dire dans un concept de fraternité et d'égalité. C'est très difficile, mais l'inverse est la tolérance à la marge, qui en fait surtout la tolérance des extrêmes, parce que tous ceux qui ont des religions, je mets la religion catholique dedans, toutes les religions, la plupart des gens sont très modérés, sont dans le respect des autres, de ce que font la plupart des religions, et donc ils n'ont pas de sujet. Et ceux qui vont s'engouffrer si on laisse une brèche, c'est pas forcément ceux-là. Et donc je pense que ceux-là, eux, il y a un temps pour l'entreprise, il y a un temps la mosquée, la synagogue ou l'église, au temple. Donc je pense qu'il faut être. On ne peut pas renier notre histoire, il faut en utiliser comme une force, et donc mais il faut être très clair au départ. Et sous le contrôle de Jean-Michel Blanquer et Claire Fond, je propose que le modérateur lâche le micro et vous le cède. On a combien de temps Voilà. Bon, vous avez une 20 minutes de questions-réponses. Enfin. Mais si je puis me permettre, pour parler du dialogue social, ce matin on avait l'AG du MEDEF. Alors une AG un peu particulière, parce que
président, c'est censé sa dernière AG, etc. Donc vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, oh, le dialogue social, c'est compliqué, c'est très violent, c'est très... Et bien dans les entreprises, on le dit. Qu'est-ce qui s'est enfin, il y a le discours social. Ce qui s'est passé depuis 6 mois, et ce qui est un des problèmes des organisations syndicales, c'est que le dialogue social interne aux entreprises a géré des choses, et beaucoup de choses. Et l'échec des organisations syndicales vient de là. S'il y avait eu un retour, s'il y avait eu quelque chose dans les entreprises qui aurait aligné, ce qui se passait ailleurs, peut-être. Mais là, et je peux vous dire que pendant un mois ou deux, en janvier, février, on ne savait pas où on allait, et puis ensuite, ça a été sciemment fait. Sciemment fait. Et c'est un des points moi, qui me paraît très important sur ce qui se passe, et le dialogue social dans l'entreprise marche pas mal. Merci. Précision. Bonjour, vous parlez de démocratie politique, démocratie sociale, mais aussi de démocratie économique, et notamment le poids des acteurs sociaux dans les décisions stratégiques à l'intérieur des organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Or, il me semble qu'elle est aujourd'hui atténuée, l'actionnariat salarié qui a pris une certaine mesure tend aujourd'hui à se diminuer progressivement. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus penser justement un poids plus affirmé des salariés et de leurs représentants, même s'ils sont présents au sein du conseil d'administration, mais pourquoi pas aussi certains comités stratégiques de certaines entreprises, voire le vote à l'Assemblée générale des actionnaires, que ce soit sous la forme liée directement à leur acquisition via les fonds de la FCPE ou en direct dans les entreprises. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus, dans la mesure où on accorde des actions gratuites aux dirigeants, qu'il y ait le même volume d'actions gratuites qui soit offert aux salariés, et ce, pas forcément en France, mais aussi dans le monde. Est-ce que la démocratie économique aujourd'hui ne doit pas prendre ou appuyer la démocratie sociale? Je vous remercie. Alors d'abord, quand je parle de démocratie sociale, pour moi, ça inclut forcément la relation entre l'économie, parce qu'il n'y a pas de progrès social sans performance économique, il n'y a pas de performance économique durable sans progrès social. Ça, j'en suis intimement persuadée de 40 ans d'expérience. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai fait les ordonnances, j'ai tenu à ce que le comité s'appelle le comité social et économique, pour qu'on y parle de stratégie d'entreprise et en même temps que de social. Parce que si vous parlez du social séparément de l'économique, le pouvoir de négociation est très faible. Et en même temps, si les organisations syndicales et les salariés n'ont pas les éléments pour comprendre la stratégie de l'entreprise, le choix de leur revendication, il peut être nuit par ça et moins utile aussi, et à eux et aux entreprises. Vous posez deux questions, je crois. Le sujet du partage de la valeur et le sujet des instances représentatives et du pouvoir des organisations syndicales ou des représentants personnels dans les organisations représentatives des entreprises. Sur le partage de la valeur, on a quand même fait du progrès ces dernières années. L'intéressement participation, quand le ministre avec le maire et Claude Bellové, on avait confié à Jean-Denis Sénard, qui est ici récemment, et à Nicole Lothar, un travail sur l'avenir des entreprises responsables, d'où la mission d'entreprise, la loi PAC, tout ça c'est issu des travaux. Je peux dire que j'ai travaillé avec le département, je les connaissais depuis longtemps, et ils étaient installés à Grenelle. Donc tous les jours, on en a parlé, ils ont reçu 300 personnes de Grenelle. On a été très impliqués là-dessus, et on a porté ça avec eux. Mais là-dedans, il y avait aussi le partage de la valeur. Il y a eu des étapes faites dans le compact, je pense qu'il y en a d'autres prévues. Il faut aller plus loin, parce que c'est clair que la création de valeur, le partage juste, équilibré, alors il y a des débats sur qu'est-ce que c'est équilibré. Après, la solution, une pour toutes, c'est-à-dire genre, c'est comme, il n'y a qu'à taxer telle catégorie, il n'y a qu'à partager une dans telle proportion. Moi, je crains qu'une chose, faisons pas des lois là-dessus, donnons du pouvoir à la négociation là-dessus. Il y a des contacts d'entreprise qui, court terme, long terme, dans des marchés très disputés ou pas, il y a des risques là, et il faut que les acteurs, il faut encourager, il faut faire tous les tests
et les aides financières et fiscales qui encouragent le partage de la valeur, mais je pense qu'il ne faut pas légiférer sur ça veut dire quoi le partage de la valeur dans l'entreprise. Il faut donner aux entreprises et aux organisations syndicales une palette d'instruments et de moyens qui vont négocier ce partage de la valeur. Sur les instances représentatives, alors il y a quand même des entreprises qui sont allées au-delà de la loi, déjà. Dans les entreprises publiques, c'est le plus important. Pour que ça soit efficace, il faut vraiment, en même temps, se pencher sur le sujet des carrières syndicales. Moi, c'est mes regrets. On a pourtant discuté de les ordonnances, on n'a pas réussi à aller peut-être aussi loin qu'on aurait voulu les uns les autres. Aujourd'hui, si votre seul espoir, si en France, une fois que vous êtes un syndicaliste, en fait, votre carrière en entreprise est terminée, vous stagnerez, comme si on ne connaissait pas du tout les compétences que vous développez pour être acteur syndical. À ce moment-là, vous aurez des représentants, mais ils n'ont pas toujours le même. Je l'ai vu et je vis, moi je suis dans les conseils d'administration internationaux et nationaux, ils n'ont pas toujours le poids pour peser au sein d'un conseil, même si c'est plus, il faut, un, la formation, et deux, il faut aussi que ce soit des gens qui ont pu être dans l'opération de l'entreprise, qui peuvent le redevenir demain, pour qu'ils puissent être reconnus comme leaders aussi. Donc je pense qu'il faut aussi lier les deux sujets pour que la contribution de l'organisation syndicale dans les instances de gouvernance soit plus forte, et pas juste pour défendre, mais pour proposer des voies stratégiques qui intègrent mieux la société. Sur les deux points, concernant le partage de valeur, bon là, il y a un accord qui a été signé, il y a la loi qui va être votée. Ce qui m'apparaît le moins important également, c'est il ne suffit pas de dire intéressant l'anticipation de l'enfer, sinon les salaires sont indispensables, c'est à côté. Mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait une culture économique qui soit donnée. Parce que trop souvent, l'intéressement dans beaucoup d'entreprises est perçu comme un bonus supplémentaire, régulier tous les ans. Vous savez, l'un des plus grands distributeurs français a connu sa plus grande grève il y a quelques années. Tout simplement pour des raisons de fiscalité, de provision fiscale, etc. Ça a réduisé le montant moyen de la participation de 500 et quelques euros à 47 euros. Ils ont eu la plus grande grève de leur histoire. Parce que, c'est connu, d'accord, mais en même temps, voilà, c'est un truc qui fait tomber, ça peut pas être. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de culture économique à faire partager, y compris sur ces points d'intéressement. C'est pas la même chose, c'est quoi une participation. Et moi, je viens bien contre le développement de l'actionnariat. Il y a rien contre, qui est peu développé en France. Il y a quand même peu d'entreprises qui ont, je ne parle pas des scores, mais qui ont 20%, dans les grandes, j'en connais une qui a 20%, je ne sais pas si j'en ai d'autres. J'en connais qu'une, mais bon, pas forcément besoin. Moi, j'ai rien contre le fait. Et c'est vrai que pareil, c'est cette logique de culture économique. Il faut bien comprendre qu'avec le temps, moi j'ai connu, vu mon expérience, au début des années 80, et une loi qui avait été votée à l'époque, qui s'appelait la loi de démocratisation du secteur public. Et je me rappellerai toujours d'une discussion à l'époque. Donc l'objet, c'était notamment de d'élire des administrateurs salariés dans les entreprises publiques. Donc, je ne sais plus combien, pas majoritaire, bien entendu. Et je me souviens d'une discussion avec un banquier, donc du banque public qui avait été nationalisé, et qui me disait: ton administrateur, je vais en faire un banquier. Mais c'est ce que je veux pas. Moi, je ne veux pas qu'il soit banquier qui maîtrise les questions financières. Oui, mais il est là pour représenter les salariés. Donc, il y a un changement de mentalité progressif qui se fait, hein, mais encore insuffisant sur un de culture économique aussi. Même si les uns et les autres font des formations économiques, les syndicats en font, mais il y a un problème de culture économique. Et on peut améliorer la place des salariés dans les conseils d'administration. Dans les ordonnances conseils d'entreprise, bon, ça a eu peu de succès pour d'autres raisons, mais on a souvent pris exemple aussi de regarder maintenant comment ça se passe avec les PGE. Oui, ça marche dans les grandes entreprises. Et le MIPGO s'est accompagné dans les grandes entreprises de la métallurgie, par exemple. À côté, dans les petites branches, c'était les mini-jobs à 400 euros ou les usines en Roumanie, les usines en Hongrie. Voilà. Ça a marché parce qu'une très grande flexibilité à côté. Donc, aucun système n'est parfait. Maintenant, quand je parlais de co-construction,
Il appartient pas seulement au syndicat de gérer l'entreprise, c'est pas son boulot. Mais en tous les cas, ça suppose à la fois la négociation, à la fois le respect, la confiance. Et Muriel a raison, il y a des entreprises qui sont allées plus loin. Moi, j'ai connu par exemple qui, au-delà même des ordonnances, a mis en place une rencontre régulière tous les mois entre le président de l'entreprise, le DRH et l'ensemble des délégués syndicaux centraux. C'est pas de la négo, mais ici. Voilà, pour ça, voilà, ça fait partie des choses qui vont dans le bon sens. Je propose qu'on ait le temps de se retrouver tout à l'heure, peut-être les deux questions dans la foulée, et est-ce que vous passez le micro Oui, alors d'abord merci pour ce débat qui est très instructif. On a là deux changements de la réforme visible sociale, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je perçois l'un et l'autre. Après, je me demande si le mal de la société française n'est pas un peu plus profond, et notamment quand tu modèles notre modèle social. Et j'en rejoins que deux points, mais l'information qui est tombée aujourd'hui même, l'explosion de 40% des arrêts de maladie depuis 10 ans en France, qui s'explique notamment par des évolutions démographiques, quand même, qui soulignent un mal endémique, un problème de santé. Et puis, le deuxième facteur, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'en effet la retraite, à la fois du point de vue politique, la meilleure des réformes, et du point de vue social, une source de conflit dans notre pays, enfin franchement, la retraite, c'est peut-être pas la forme type du travail, et l'activité dans une société dynamique qui se développe et qui crée de la richesse. Est-ce que le mal français n'est pas plus profond? Et puis, petite question subsidiaire entre nous, les 100 jours annoncés par le chef de l'État pour redonner un cap, on va dire, à la France, arrive très vite là. Ce serait quoi pour vous la suite de l'agenda social, non pas que de l'État, mais de tous les partenaires sociaux, pour relancer un petit peu le dialogue social dans le pays, pour l'un et l'autre? Alors, il y a des études d'impact, Nico, mais peut-être un peu plus quand même pour donner du grain à moudre au dialogue social. J'ai une question, alors on l'a un peu évoqué, quand on oppose, comment on fait coexister la légitimité électorale d'un côté et ce qu'on appelle la démocratie sociale de l'autre. Donc quand les affects sont compatibles, ce qui semble être le cas à l'occasion des ordonnances, ça se passe bien, et quand c'est moins compatible, ça se passe pas bien. Et donc on a une difficulté, c'est-à-dire qu'on a une légitimité électorale qui est claire, identifiée, même si tout à l'heure vous avez sous-entendu un peu l'inverse, le Conseil constitutionnel a validé le... Non, monsieur, c'était trop, je crois. Le processus électoral a été validé, il y a une légitimité, une élection, une assemblée, etc. Et à côté de ça, on a un dynamisme syndical comme on l'avait jamais vu, qui vient s'opposer et qui, lui, est moins identifiable que le fait électoral. Donc comment on fait coexister les deux? Deux pistes sur lesquelles je souhaiterais avoir vos avis. Peut-être est-il temps de renforcer la légitimité syndicale de manière plus identifiée pour lui donner sur certains sujets la même force. Deuxième sujet, est-ce que le législateur ne pourrait pas intervenir pour régler en réalité cette question de compétence? Qu'est-ce qui est du domaine de la loi? Qu'est-ce qui doit être l'objet d'une négociation entre État et organisation syndicale? Pas de question la plus simple. La légitimité électorale qui n'est pas contestable ne veut pas dire consentement. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, on peut tout à fait avoir une légitimité électorale qui est contestée, que je ne conteste pas et que beaucoup de gens, la plupart des gens ne contestent pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a un consentement sur ce qu'on va faire derrière. Donc ça suppose, sur les questions sociales, qu'il y ait en permanence la négociation, la concertation, que la démocratie sociale fonctionne. Est-ce que le Parlement peut intervenir? Oui, il faut trouver une majorité en ce moment. C'est pas aussi simple que ça, mais dans l'absolu, oui, le Parlement peut se saisir d'une proposition de loi s'il le souhaite, etc. Mais et le gouvernement peut aussi favoriser les choses. Qu'est-ce que je reviens sur les 100 jours.
Moi, enfin, je ne suis pas président, j'ai pas envie de l'être, j'ai pas envie d'avoir des mandats politiques, j'ai bien fatigué. Mais, par exemple, il y a des choses qui seraient possibles de faire. Par exemple, le Conseil national de la refondation, de le centrer sur les vrais problèmes. Là, aujourd'hui, on sait ce qu'il fait, ça part dans tous les sens. Enfin, selon moi, je peux me tromper. Même s'il peut y avoir des choses intéressantes sur les. Bon, moi, je disais que sur les assises du travail, il y a des choses intéressantes qui sont simplifiées, c'est pas un problème. On a un problème, non pas en démocratie, il n'y a pas de débat là-dessus, mais de fonctionnement de la démocratie. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, plus l'État perd du pouvoir, globalement, plus il veut essayer d'en gagner ailleurs, et plus l'État perd du pouvoir, plus il fait les normes. Plus il fait les normes. Les normes, ça devient infernal. Les normes dans tous les sens, etc. Sans pour autant, ce que disait Noël, qu'on ait suffisamment d'études d'impact et d'évaluation. Cette logique de l'évaluation, cette pratique de l'évaluation, on l'a finalement peu dans notre pays. Or, c'est qui dit évaluation, dit on tient compte de l'évaluation et on modifie si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, c'est cette chose. Donc, et puis, moi, j'ai connu, par exemple, des périodes de crise, on en a toujours. Je me souviens de la crise de 2008 financière. À l'époque, bon, c'était Sarkozy qui était président. Mais pour régler les aspects sociaux de la crise, il avait fait ce qu'on appelait des sommets à l'Élysée, mais la réunion à l'Élysée, c'était la scénarisation pour les médias. Tout était discuté avant pendant des heures et des heures et des heures. Et à la fin, bon, c'était la scénarisation. On ne convoque pas à l'Élysée pour dire allez, écoutez, dans 3 jours, on va discuter de quoi. Sur quoi on va se mettre d'accord, sur quoi on va avancer sur quoi. Donc il y a un discours de la méthode et une pratique de la méthode qui m'apparaissait serrée. Moi, je verrais bien, avec le site dans lequel je suis, on avait lancé cette idée en 2021, on a appelé ça, moi, un Conseil national de la reconstruction, mais centré sur le fonctionnement de la démocratie et le respect des valeurs républicaines. En gros, c'était ça. Et je pense que dans l'esprit du CNR, dans la modalité, même si le monde a changé, je pense que ça fait partie aujourd'hui des priorités. Sur les arrêts de travail, la statistique que vous donnez sur comme ça. Quelle est la bonne, je conteste pas le chiffre, y compris ici, il y a beaucoup de cas, et beaucoup de personnes en fin de circuit professionnel. C'est d'après ce que j'ai compris sur les différentes études faites par Malakoff. Mais la vraie question qu'il faut se poser, certains peuvent dire les médecins exagèrent, c'est possible aussi, ça peut arriver, mais pourquoi il y a une explosion des arrêts de travail? Quelle est la raison pour laquelle il y a une explosion? On travaille là-dessus. Il y a encore des secteurs aujourd'hui où, franchement, moi j'étais en responsabilité, toutes les semaines je visitais les entreprises, je peux vous dire qu'aujourd'hui, un des secteurs, par exemple, les plus durs, c'est celui de l'industrie agroalimentaire. La fabrique de jambon ou autre, quand des budgets ne ce sont pas des salariés d'entreprise, mais ce sont des tâcherons, donc payés à la tâche, avec la cote de maille, qui est donc leur intérêt, c'est pour gagner de l'argent, c'est d'aller le plus vite possible. En même temps, ils filent le rythme à l'ensemble de la chaîne de travail, et vous avez beaucoup de main-d'œuvre féminine, payée au SMIC, qui travaille 35 heures, à 4 degrés. Il fait 4 degrés. Ce jour-là, même 62 ans, c'est trop. C'est quoi? C'est le travail sur la pénibilité. Voilà, je connais toujours ça. La question des retraites qui est devenue, parce que chaque fois qu'on parle des retraites, bien souvent, c'était je ne me rappelle plus le nombre de réformes de 1993, 6 ou 7, un truc comme ça, mais ça a toujours été perçu négativement. Donc dès que le mot sort, il y a déjà un problème. Dans le pays, dès que le mot sort, il y a déjà un problème. Mais le prendre calmement et en travaillant sur le rapport au travail, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, le départ moyen dans le privé, il est à 63, 63,4, 63,5. Voilà. Mais tout ça se regarde précisément et on délivre avant. Alors, il y a plusieurs questions sur la. Une question sur est-ce que la légitimité de l'élection est sous-entendu supérieure et comment on fait une démocratie sociale qui complique. C'est tout à fait une question qu'on se pose en France.
Et dans la plupart des pays, on a intégré la complexité de la réalité sociale comme une évidence. On a un exemple, si vous êtes en Suède ou en Suisse ou en Allemagne, vous n'imaginez pas qu'il y a une seule légitimité quelque part dans le pays qui va nous régler. C'est aberrant pour la plupart de nos voisins. Nous, on est dans un pays qui a un tel héritage, même avant la République, un héritage de centralisation, de gouvernance très centralisée, c'est bien au-delà des hommes. Et c'est en partie les institutions et c'est la culture de l'institution qui fait que dès qu'il y a plus qu'un, on dit ça complique. Et non, c'est normal d'être 5 pour prendre une décision, c'est normal d'être plusieurs, c'est normal qu'il y ait du jeu dans le système. Ça s'appelle la démocratie, en fait. Donc, oui, on peut penser et croire et se dire, c'est beaucoup plus simple, il y a des gens élus, ils ont un programme, et pendant 5 ans, on leur fout la paix. Mais c'est pas la vie. Ça ne correspond à rien. Essayez de faire ça avec votre contrat de mariage, je vous souhaite du plaisir. Voilà, donc, non, mais la vie, c'est une négociation permanente, c'est des interactions, c'est le monde évolue, en plus le contexte change. Donc, oui, ce jeu dans le système, c'est ce qui fait aussi la beauté de la démocratie. C'est qu'il y a du jeu dans le système. Quand il n'y a plus de jeu, c'est plus la démocratie. Par exemple, l'exemple de la Chine. La Chine, il y a un seul syndicat nommé par le Parti communiste. Je veux dire, là, pas de complication avec le dialogue social. Pas sûr que c'est ça qu'on dit. Voilà. Donc, je pense qu'il faut accepter la complexité des interactions entre les domaines. Et encore, nous, il n'y a pas de négociation par région, par État, par canton, par tout ce qu'on veut. On a un modèle relativement simple. Et donc, il faut accepter ce jeu. Et pour ça, je rebondis sur ce que vous disiez tous les deux sur la culture économique pour les organisations syndicales. Et moi, je reviens à l'idée qu'il faut aussi de la culture sociale pour les politiques. Parce que, franchement, beaucoup, ils ne connaissent pas ce monde-là. Tu sais, si ça n'avait jamais été dans l'entreprise, que ce soit du côté patronal ou syndical, vous allez, c'est pas très important, ça, c'est à peu près la même culture. C'est plus proche. Mais si vous n'avez jamais été, la différence, par exemple, entre négociation, concertation, consultation, j'ai eu des débats, je ne raconterai pas, mais qui sont numériques. Et donc, il faut comprendre les règles du jeu, il faut comprendre comment l'autre raisonne. La gestion du temps, comme tu as dit, c'est des pertes tectoniques, les syndicats. Oui, ça va sauter, ça va pas vite. Ça va pas vite, mais c'est robuste. Bon, alors, il y a des avantages et des inconvénients, mais de toute façon, c'est logique que ce soit comme ça. Et donc, il faut pouvoir, non pas renoncer à la rapidité comme on est politique, mais il faut comprendre les règles du jeu. Vous ne pouvez pas transformer, que ce soit dans une entreprise ou dans une société, quoi que ce soit, si vous ne comprenez pas l'ensemble des parties prenantes, et pourquoi elle résonne et comment elle résonne. Alors là, vous commencez à avoir une discussion, et vous pouvez commencer à se dire, on va faire une discussion, on va avoir un débat. Peut-être que là, il faut le voir, peut-être que là, il ne faut pas le voir. Par exemple, moi, typiquement, sur le sujet du travail en général, la première question à se poser, c'est ce que vous évoquez. Mais il faut le voir ou pas? On ne va pas légiférer sur le sens du travail, j'espère. Il y a des sujets qu'il faut débattre, qui auront des impacts sur le débat, mais qui ne sont pas des objets législatifs. Ils ont autant de valeur que les sujets législatifs. Donc, il ne faut pas penser qu'on réforme un pays, ou que le pays se réforme, juste par la décision législative. C'est une pensée magique, ça. La loi fait partie de l'arsenal des choses qui transforment un pays, et c'est très important. Et pour avoir conduit un certain nombre de lois assez structurantes, je ne vais pas dire le contraire. Mais par exemple, sur le partage de la valeur, c'est les partenaires sociaux qui viennent se mettre d'accord, et là, dans ce cas précis, ça va être remis dans la loi, et si il n'y a plus, quasiment fait. Donc ça dépend des cas. Mais il faut accepter ce jeu, cette complexité, et j'allais dire même, au lieu de penser que c'est normalement, il faut le prendre plaisir. Parce que là, c'est intéressant des points de vue différents. Je ne dis pas les discussions où on n'a pas toujours été d'accord, mais à la fin, c'est intéressant. Parce qu'après, on est obligé de s'expliquer, mais oui, parce que moi, on a vu ça dans telle entreprise, c'est non, mais oui, dans telle branche, c'est pas vrai. Mais ça, c'est un sujet spécifique de l'outre-mer. Vous êtes obligé d'entrer dans la compréhension de la réalité pour comprendre l'autre. Et ça, je trouve qu'en termes d'éducation politique, ce qu'on apprend tous, la démocratie, tout le temps. La démocratie, elle n'est pas garantie du tout. Hein. C'est un régime minoritaire pour nous, qui est de plus en plus minoritaire. Donc, et je voudrais qu'on l'apprenne plus à l'école. Monsieur, c'est une question nationale.
ce soir, Jean-Michel Foucault. Je voudrais d'abord un peu remercier et applaudir chaleureusement Muriel Pénicaud et se dire quelque chose de voilà, ce que l'on attend de vous pour poursuivre. Je vous invite à vous plonger dans la lecture de Engagé, qui est le livre de Muriel Pénicaud, qu'elle a publié aux éditions Mensis. Vous pouvez retrouver, alors Jean-Claude a écrit un livre dont le titre est Manif et chuchotement. Il écrit des châtiments, donc Manif et chuchotement. Et on peut retrouver aussi vos travaux dans le think tank Sidokia. Et pour ma part, je suis très heureux de leur offrir et de vous offrir un tout petit livre qui est un exercice d'un dialogue social et politique. Nous avons un outil qui fonctionne très bien en France depuis 8 siècles, qui est un peu dérapé pour le moment, qui s'appelle les États généraux. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous pouvons encore continuer à faire autour de cela, avec des personnes de la force et de la bonne volonté comme celles qui m'entourent. Jean-Michel. Merci beaucoup de nouveau à vous trois, c'était vraiment extrêmement éclairant, très filmé aussi, ce qui fait qu'on enregistre aussi des échos là ce soir. Un excellent exemple aussi de plusieurs fils à tirer, je vais en parler maintenant, mais je pense qu'ils vont être attirés par on a notamment une commission qui s'appelle démocratie sociale, peut-être pour venir, mais je pense qu'il y a plusieurs choses que vous avez dites qui méritent de savoir ce qu'on fait pour le futur. J'en donne 2-3 exemples à la volée, mais on a eu au moins une dizaine ce soir. Ce que vous avez dit Jean-Claude sur la question de la gestion par les syndicats de l'assurance chômage, par exemple, à quoi ça nous fait réfléchir sur la française? Tout ce qu'a dit Muriel Pénicaud sur finalement les logiques qui permettent aux gens de se mettre en situation de dialogue. Parce qu'on peut parler de culture, bien sûr, il y a une culture française avec l'affirmation de place, c'est une culture française. Mais cette culture française explique bien des choses, mais il y a aussi des règles du jeu qui, qu'elles soient législatives ou pas législatives, qui déterminent le comportement. Quand on voit bien par exemple sur notre responsabilisation des syndicats, quand ils sont en gestion telle ou telle dimension de la vie économique et sociale. Et je ne suis pas certain qu'en France on soit allé jusqu'au bout de ces logiques de responsabilisation dans les règles du jeu. Il y a aussi la part de théâtre, pour le meilleur et pour le pire, dans le jeu français dialogue social. Et ça a affleuré à quelques moments, mais c'est aussi un sujet que je connais par la fenêtre à moi. Et ces questions-là méritent d'être regardées parce qu'elles nous éloignent évidemment du fatalisme qui consisterait à dire, c'est tout ce que vous avez dit l'un et l'autre, mais que voulez-vous, c'est la France avec sa culture, ses traditions et ses blocages. Il y a au contraire, dans ce qui a été fait, et je veux dire de la part de Muriel en particulier, ces 3 dans les premières années du quinquennat, des choses qui ont illustré ce que peut être un déblocage par le changement de règles. Et ce qu'on a fait sur l'apprentissage est un bon exemple. J'en profite pour le dire aussi que le dialogue social, c'est pas que l'État syndical ou l'entreprise syndicale, c'est aussi le dialogue en général. C'est une conclusion qui est d'ailleurs très éclairante à ce point. Je suppose dire qu'il y a un dialogue social, ministère du Travail, ministère de l'Éducation nationale. En réalité, osons dire aussi, une première, hélas, parce que traditionnellement, c'est les ministères qui sont assez opposés dans leur logique. C'est parce qu'on a su se parler, et comme dans le dialogue social, il y avait des moments, forcément, on discutait, on n'était pas d'accord dès le début sur tous les points, mais à la fin, on arrive à la loi poussée par Muriel, pour que je défende un article au moment, parce que justement, on montrait la cohésion, le fait qu'on était capable de travailler ensemble. Ça commence d'abord par ce qui se passe à l'intérieur de l'État, tout ça pour dire que je pense que la notion de dialogue social passe évidemment par la notion de dialogue, laquelle passe par la notion de confiance et de responsabilisation, lesquelles peuvent être stimulées par des évolutions des règles du jeu, lesquelles ne viennent pas que de l'État lui-même. Et tout ça oblige évidemment à tirer toute une série de fils, ce que vous faites parfois par écrit ou par oral, et qui mérite quand même des réflexions, je dirais, approfondies pour ouvrir des perspectives pour l'avenir. Donc merci beaucoup de nouveau. Très heureux de ça, et j'espère que le dialogue social va continuer autour de nous. Ça, c'est la bonne ambition française. Merci.